Bertrand Puard, vous êtes auteur jeunesse, romancier jeunesse, on peut dire. Vous travaillez comment sur un roman? Mais de l'idée principale, de l'idée d'origine, en fait, qui est juste un petit embryon, en fait. Il y a derrière beaucoup de travail pour construire le roman. Donc les idées, d'abord, il faut qu'elles soient assez solides, parce qu'on a toujours plein d'idées. Après, on les note, et puis il y a une sélection naturelle qui se fait. Est-ce que cette idée, on peut l'amener tout au long de 300-400 pages, ou est-ce qu'elle n'est que... elle doit être abandonnée, ou est-ce qu'on peut en faire une nouvelle? Voilà, donc il y a une présélection comme ça. Et après, l'idée, c'est la nourrir, c'est-à-dire c'est dans quelle direction je vais mener l'idée. Et une idée, ça peut être partir d'un personnage, d'une situation, d'un lieu. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration qu'un romancier peut avoir, c'est justement transformer cette idée en roman. Et puis après l'inspiration, il y a le travail, qui est la plus grosse partie, et la plus longue partie surtout, qui est le travail de documentation, le travail de conception et le travail d'écriture. Par travail de conception, qu'est-ce que vous entendez? Travail de conception, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai principalement, je n'ai pas fait que ça, mais en ce moment, je travaille beaucoup sur des thrillers. Et l'idée du thriller, et notamment de la série de thrillers, c'est-à-dire quand on part sur 6 romans, comme dans ma série Les Effacés, ou même une trilogie comme l'Archipel, la dernière série, c'est avoir le fil rouge dès le départ. Et pour permettre, en fait, au lecteur, dès le premier chapitre du premier volume, d'avoir des éléments qui vont l'emmener jusqu'au dernier chapitre du 3e volume. Ce que j'ai fait par exemple sur ma série Les Effacés, maintenant qu'elle est terminée, je peux le dire, quand j'ai terminé ma série, j'ai demandé aux lecteurs qui les avaient lus au fil de la parution de les relire, enfin ceux qui voulaient, de les relire tout d'un coup, pour qu'ils me disent s'il y avait une vraie construction, s'il n'y avait pas de problème d'architecture. Et ils m'ont dit, non seulement il n'y en a pas, mais en plus, on a du coup, en connaissant la fin, on a repéré énormément d'éléments qui viennent dès le premier chapitre du premier tome et qui mènent jusqu'au dernier, que ce soit les personnages ou même des références, des choses comme ça. Donc il y a ce travail de conception pour moi qui est extrêmement important, de construction, de chapitrage, et puis après c'est ce qu'on va mettre dans chaque chapitre, et là c'est plutôt l'écriture, comment on va présenter chaque chapitre, ce qu'on veut dire dans le chapitre, et comment on va l'exprimer. Vous réécrivez beaucoup? Moi j'ai pas le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que quand je me mets devant ma page blanche, je la remplis. Des fois j'en suis satisfait, des fois j'en suis pas satisfait. Que ce soit une phrase, que ce soit un paragraphe, que ce soit même un chapitre. Mais je suis pas quelqu'un qui me relie et qui me relie, qui change, qui relie, qui change, etc. C'est-à-dire que je préfère, j'écris, il est écrit dans un flot. Moi, mes romanciers fétiches, c'est des Balzac, des Zola, ce sont des Frédéric Dard, des Simon, c'est-à-dire des romanciers, des staccanovites de l'écriture, voilà. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire j'écris, ça part comme un flot, et puis après, c'est dans une deuxième temps, je laisse reposer ce premier jet et je la note, je le reprends si besoin. Voilà. Mais pour parler de durée, par exemple, dans un roman comme L'Archipel ou Les Effacés, je vais passer 3 mois à construire le roman, mais 2 semaines à l'écrire. D'accord. Voilà. Donc j'ai besoin en fait d'avoir ce temps d'écriture très resserré, parce que je suis dans mon univers. Je pense aussi que cette espèce d'urgence de l'écriture donne au roman l'urgence du rythme. Le rythme de lecture après du lecteur, je pense, est d'autant plus entraînant que le rythme de l'écriture l'a été. Et je pense que tenir une tension sur un livre, un thriller, en disant, voilà, j'ai mis 3 ans à l'écrire, et en fait il y a une tension à la fin de chaque chapitre, enfin, ça doit être tout à fait possible, mais moi je n'y arriverai pas. J'ai besoin de cette façon de l'écrire. Pour le chapitrage, il y a notamment les anglo-saxons qui vont résumer chaque chapitre en paragraphes, et il y en a certains
font du scène à scène, c'est-à-dire que machin fait ci, puis il se passe ça, puis donc voilà, ça c'est vraiment un plan encore plus détaillé, encore plus loin dans la mise en scène. Vraiment, alors vous arrêtez quand ça dépend des romans que j'écris. Mes romans, par exemple, Bibliothèque verte pour les jeunes à partir de 8 ans, le chapitrage, c'est un tableau Excel avec chapitre 1, je mets la grande idée qu'il y a dedans, puis je me lance dans l'écriture. Pour les effacés, je me souviens du tome 4, qui est un tome qui se passe en 8 heures, qui se déroule en 8 heures, où c'est une prise d'otage, où il y a vraiment, sur 400 pages, 8 heures, une prise d'otage avec tous les rebondissements et tenir l'attention, même si on n'est pas seulement dans un lieu, on va aussi ailleurs, mais là par contre, j'ai fait un tableau Excel qui était extraordinairement précis, où j'avais heure par heure ce qui se passait avec des colonnes par personnage, et donc là, on était plus dans... Il y avait même des morceaux de texte que j'avais déjà écrits lors de la conception et que j'ai réintégrés dans le texte final. Donc moi, j'ai pas véritablement de recette. Ça dépend vraiment du livre que je suis en train d'écrire. Et du niveau de précision. Le travail préparatoire vous permet d'aller plus vite au moment de l'écriture aussi. Ah mais complètement. Moi, je ne commence un livre que quand je sens que le livre, je l'ai en tête. J'ai besoin de l'avoir en tête. Je ne peux pas partir, et je pense que c'est lié au thriller, mais pas que. Je ne peux pas partir... J'ai un côté, voilà, c'est mon côté peut-être un peu freak control, mais j'ai besoin de tout maîtriser en me lançant dans l'écriture. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps en me lançant dans l'écriture, et c'est souvent une source d'inquiétude pour mes éditrices qui m'appellent 2 semaines avant la date de rendu du manuscrit, qui me disent alors ça y est, t'as fini? Je dis non, j'ai pas commencé. Et pourtant 2 semaines après, elles ont le premier jet dans leur boîte mail, et après il y a au fond... Et ça, c'est l'expérience. Il y a peu de retravail parce que voilà, je commence à véritablement bien sentir mon écriture et à concevoir. Donc, mais voilà, j'ai besoin d'une grosse période de préparation. Qu'est-ce que vous avez appris entre votre premier roman et le dernier que vous venez de faire? J'ai appris l'expérience, comme dans n'importe quel métier. Je pense que, j'ose espérer que, quand on me demande d'ailleurs souvent quel est votre roman préféré, je réponds toujours le prochain, parce que si c'est pas le prochain, autant arrêter. Et si on a écrit ce qu'on considère comme son chef-d'œuvre il y a 15 ans, puis depuis 15 ans on écrit des choses moyennes, des livres moyens, ça n'a absolument aucun intérêt de continuer à écrire. Mais c'est comme dans tout métier. Je pense que un boulanger, ses premières baguettes sont moins bonnes que ses dernières, parce qu'évidemment il a appris, il a emmagasiné d'expérience. Pour un écrivain, l'expérience c'est de la lecture, donc plus on vieillit, plus on lit, plus on écrit. Donc il y a aussi une mémoire photographique des phrases qu'on peut avoir. Voilà, donc il y a des choses techniques, et puis il y a aussi la maturité de l'homme que tout à chacun a, une espèce de, je ne vais pas dire de sagesse, parce qu'il y a des gens plus ils lisent, plus ils sont cons, mais il y a quand même globalement des choses qu'on prend dans notre expérience, dans ce qu'on peut vivre tous les jours et qui servent le travail du romancier derrière. On parlait de Simon, Balzac. Est-ce que vous êtes allé déchiffrer les paragraphes, voir comment, quand il y avait de la tension, quand il y avait de la bonne description Dans Balzac et... est-ce que, à un moment donné, vous allez voir comment ils faisaient les mecs Oui, je me suis beaucoup intéressé à leur façon de travailler. Oui, alors après c'est différent. Balzac, il retravaillait énormément ses textes. Donc, quand on va à la Bibliothèque nationale de France et qu'on regarde ses manuscrits, ça partait dans tous les sens, au recto, au verso, il y avait des ajouts partout. Sinon, lui, il était plus... il raturait très peu, il écrivait d'un jet. Il avait une manière très particulière de travailler que moi, je trouve intéressante. Des fois, j'aurais envie de le faire, mais après, ma vie familiale m'en empêche. Mais avant de commencer à écrire un roman... il faisait venir le médecin chez lui, le médecin auscultait sa famille, sa femme, ses enfants, il les sculptait lui, et si tout le monde était en bonne santé, il s'enfermait dans sa chambre, il avait taillé 12 crayons, il avait bourré ses 12 pipes, et il s'enfermait dans cette chambre pendant 12 jours, il écrivait un chapitre par jour, il n'en sortait pas, sa femme lui apportait les plateaux au repas, et à la fin des 12 jours, il sortait, il avait écrit son prochain maigret, son prochain roman. Il avait besoin aussi de s'immerger comme ça dans et ce qui lui laissait après, bonjour... De loisirs. Mais il préparait beaucoup mentalement. Il devait préparer beaucoup mentalement. Après, je sais pas. En fait, sinon, je sais. Oui, mentalement, il devait. Après, c'est peut-être pas celui qui était le plus grand. Celui qui concevait ses romans le plus précisément possible. C'est Maigret et
Mais les romans durs, c'est pas, je dirais que c'est presque pas dans l'intrigue. Enfin, il y a des intrigues qui sont extraordinairement intéressantes, mais je veux dire, c'est plus dans le côté exploitation de l'âme humaine, enfin ce qu'on retrouve dans l'âme humaine dans ces romans. D'art aussi, il écrit aussi San Antonio sans aucun plan. Enfin, voilà. Après, San Antonio, c'est plus dans l'idée du langage plutôt que dans l'idée d'intrigue. On ne lit pas un San Antonio pour être bouleversé par l'intrigue ou parce qu'on veut découvrir un pays, on veut découvrir une coutume. Non, on lit un San Antonio pour prendre les mots, pour cette symphonie de mots de Frédéric Dard. Donc, mais oui, tous ces grands auteurs, je me suis beaucoup intéressé à leur vie, à savoir comment ils écrivaient. Comment vous vous êtes formé? Alors moi j'ai pas eu de formation littéraire, je me suis formé en fait en lisant et en regardant beaucoup de films. J'ai toujours eu un côté insomniaque et j'ai besoin de très peu dormir. Donc j'ai passé beaucoup de temps la nuit à lire, à regarder des films, des séries. Et donc je pense que c'est d'emmagasiner tout ça et puis après de le remettre en circuit avec ma propre invention. Par exemple, sur un genre de thriller, peut-être chercher des choses que ça se maîtrise, ça se tient. Détacher des outils évidemment, ça passe qu'avec d'avoir vu des films, lu certains bouquins. Oui, voilà, je sais pas, après je le dis sans fausse modestie, mais après il y a peut-être d'avoir du talent, le talent de l'auteur. Un auteur qui a du talent par rapport à un auteur qui n'en a pas, il va peut-être avoir on va dire un don naturel, mais quelque chose de plus qui fait qu'il va arriver à maintenir le suspense plus fort, mieux qu'un autre, ou qui va arriver à dégager des personnages qui sont plus incarnés tout de suite qu'un autre par certains côtés, que ce soit par la narration, par la psychologie ou par plein de choses. Donc voilà, moi j'ai beaucoup lu, ma formation ça a été la lecture, le visionnage de films et de séries, et puis je pense la digestion que j'en ai faite, c'est-à-dire après tout s'est joué là-dessus, puisqu'il y a des auteurs qui passent leur vie d'auteur, après dire est-ce que ce sont vraiment les auteurs, à refaire ce qu'ils ont vu. Moi j'ai pas de honte à dire que dans mes premières nouvelles, c'était des pastiches d'Agatha Christie, mais presque écrits comme Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Il est évident que si je faisais ça 20 ans après avoir commencé, je mettrais la clé sous la porte, je dirais que ça n'a absolument aucun intérêt aujourd'hui de refaire des romans à l'Agatha Christie. Donc si on continue à créer, et si on a du... Voilà, c'est aussi qu'on est censé apporter quelque chose de nouveau. Dernière question, quels seraient vos conseils à un aspirant auteur jeunesse? C'est d'abord de lire énormément et de lire la littérature dans laquelle il veut se lancer. Donc là, de lire de la littérature jeunesse, les grands succès, mais d'aller aussi peut-être dénicher d'autres romans un peu moins connus, qui sont des pépites. Voilà, c'est lire et écrire, se lancer, et puis après, je pense avoir un regard extrêmement critique sur ce qu'on fait. Je pense aussi que le talent, une part du talent, c'est ça, c'est-à-dire savoir, c'est ressentir quand on va dans la bonne direction, quand on ne va pas dans la bonne direction. Quand je disais tout à l'heure que mes éditrices, aujourd'hui, elles reçoivent le texte, elles ont très peu à reprendre, ça n'était pas le cas dans mes premiers romans. Dans le premier roman, on déplaçait des chapitres, on en enlevait, etc. Et aujourd'hui, pourquoi il y a moins de travail derrière d'éditorial? C'est parce que je le fais moi, je le fais moi-même, par expérience. Donc, j'ai plus besoin trop de ce regard critique, mais quand on démarre, il faut un regard critique. Donc, un regard critique qu'on a soi, au départ, mais qu'on va demander aussi à d'autres personnes, et donc sélectionner des personnes qui n'ont pas de lien affectif avec nous. C'est-à-dire, c'est pas la peine de donner à lire son roman ou sa nouvelle à le frère, la sœur ou la grand-mère qui va dire oh, c'est génial, etc. Et c'est là où peut arriver le regard professionnel de l'éditeur ou de l'éditrice qui n'est pas lié, qui n'a aucun affect vis-à-vis de vous, qui va peut-être en avoir après si vous venez un de ces auteurs, qui n'en a pas au départ et qui va donc vous dire très clairement ce que vaut votre travail. La littérature jeunesse a la réputation
d'avoir un accompagnement des éditeurs beaucoup plus fort au niveau des auteurs, au niveau du retravail que littérature généraliste. Bah, du retravail, je pense qu'effectivement, enfin moi, pour travailler aussi en littérature adulte, alors, là je repars, et c'est un mauvais exemple parce que je m'entends très bien avec mes éditeurs, mais pour avoir travaillé d'abord en adulte et après en jeunesse, ce que je trouve qui change, c'est justement le rapport de l'éditrice qui est beaucoup, alors après ça dépend peut-être des personnes, mais qui est beaucoup plus attentionné, oui, qui est beaucoup plus proche de vous, qui vous accompagne plus. Mais c'est peut-être aussi des personnes. Mais ça va au-delà de l'éditrice, c'est même sur le public. C'est moi, pourquoi j'aime beaucoup faire des dédicaces en salon jeunesse ou dans des espaces jeunesse comme à Quai du Polar. C'est que le rapport avec le public est complètement différent. La dédicace de l'adulte, il va venir pour avoir sa dédicace pour dire après, regardez, j'ai une dédicace, ou alors, voilà, en jeunesse, les enfants ils viennent nous voir, ils ont le livre pour eux, c'est presque une réalité, donc ils viennent nous voir en disant ce personnage est devenu mon copain, j'ai relu votre livre 5 fois, et c'est vrai. Enfin, donc il y a vraiment un rapport au livre passionnel chez l'ado, qui effectivement, pour nous, auteurs, on a passé quand même 4-5 ans de notre vie sur un livre au minimum, d'avoir ce rendu et ce rapport ensuite avec le lecteur, c'est assez formidable. Vous venez de travailler sur un livre de type livre dont vous êtes le héros. Oui. C'était très différent au niveau de la conception. Alors les livres de notre héros, en fait, il y a un travail mathématique presque à faire au départ, il y a un travail d'arborescence à faire sur le livre. Après, sur l'écriture, c'est très scandé, quoi. On a notre numéro de chapitre et puis on écrit le chapitre qu'il y a dedans. Et donc faut surtout faire attention en fonction des pistes, des choses qu'on a dit avant, donc pas se redire ou faire attention des choses qu'on croit avoir dit dans le chemin qu'on a pris mais qu'on n'a pas dit. Enfin voilà, faut veiller à ça, mais c'est pas très compliqué. Enfin voilà, il y a un côté agréable à écrire parce que on est très bordé, quoi. On sait que, en général, il y a quand même aussi on a des signes. Enfin voilà, faut pas que chaque chapitre ne doit pas faire plus de 5000 signes. Enfin, il y a des contraintes en termes de signes aussi qui font que une fois qu'on a fait l'arborescence, l'écriture en elle-même c'est moins stressant presque qu'un roman, parce qu'on est beaucoup plus cadré. On organise, nous, des ateliers de technique narrative inspirés des formations anglo-saxonnes. Oui. Et on a ouvert un atelier pour les gamins. Oui. On a pas mal de pré-ados qui lisent, qui dévorent les bouquins et qui veulent savoir comment c'est fait pour s'entraîner à écrire des nouvelles. Et en fait, on leur met le même contenu qu'avec les adultes. On leur explique l'art transformationnel, le point de vue. En fait, c'est étonnant à quel point ils assimilent vite. Ah oui. Et ça les intéresse de connaître le métier, en fait. Et moi, je vois, quand je fais l'intervention scolaire, j'en fais quand même pas mal. Le nombre d'enfants il y en a dans les classes qui n'ont rien à faire, qui sont pas utilisés par rien, tout ça, mais il y en a beaucoup qui non seulement écoutent, mais qui en plus, après, à la fin, viennent me voir en disant, voilà, moi j'ai écrit une nouvelle, est-ce que vous voulez bien la lire? Parce que j'ose pas la faire lire à mes proches. Et donc, évidemment, que je donne mon mail et qu'ils m'envoient la nouvelle et que je la lis avec attention. Et d'ailleurs, je fais ensuite un retour franc. C'est-à-dire que je ne vais pas, si le texte m'a pas plu du tout, s'il est illisible, je vais lui dire, écoute, tu as vraiment encore beaucoup de travail à faire, je t'encourage à reprendre ton texte et à avoir ce regard critique. Et puis il y a d'autres fois où où il y a des textes qui sont particulièrement... On fera écouter la vidéo de nos élèves. Ouais, très bien. Merci, c'était super intéressant. On mettra ça sur notre site. Alors